police de la Ville de Montréal a mis sur pied une équipe formée de policiers et d'intervenants qui sont appelés à gérer ces crises. Bonsoir, Jean Poirier. Le nom ESUP, c'est l'équipe de soutien aux urgences psychosociales et c'est le jumelage d'un intervenant du milieu de la santé, donc d'intervention de crise, avec un policier. Donc on vient intervenir en situation de crise avec les gens qui ont été mental perturbés et on est en soutien aux policiers, donc à leurs appels. Et on vient les conseiller sur les mesures à prendre, mais surtout sur l'application ou non de la loi 38, en fait, de pouvoir conduire quelqu'un à l'hôpital contre son gré s'il y a danger grave et immédiat. Nous, ici à l'ACPAM, on a une très bonne collaboration avec le SPVM et il arrive parfois que les policiers téléphonent en demandant est-ce que vous auriez une intervenante qui pourrait rencontrer une dame qui sort de l'urgence. Elle a été battue par son fils. Et encore là, je peux avoir la mère qui est devant moi, plein de pansements, peut-être qu'elle a été coupée au visage, graffinée, elle a plein de bleus. Et malgré tout ça, il y a des mères qui ne veulent pas porter plainte contre leur fils ou leur fille. Je travaille avec un intervenant du CLSC. On aimerait vous rencontrer pour savoir. Vous êtes avec un intervenant du CLSC? Oui. En fait, notre rôle se situe surtout au niveau de l'évaluation de la personne qui est en crise. On est appelé, en fait, pour ça, c'est ce qu'ils veulent, avoir notre conseil sur comment va la personne et qu'est-ce qu'on fait avec elle. Est-ce qu'il y a suffisamment de motifs pour l'amener à l'hôpital ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avec cette personne? S'il n'y a pas de danger, puis elle ne veut pas venir à l'hôpital, il n'y a rien qui nous force à l'amener. Nous, nos membres qui ont vraiment besoin de passer par la P38, on va les aider. Mais quelque part, ça va avoir un impact sur la famille. Il peut ressortir de l'hôpital complètement enragé. C'est pour ça que moi, avant de remplir le formulaire, je fais le tour de la question et je vais proposer la requête seulement si vraiment il y a de la dangerosité, soit pour la famille ou pour la personne qui a la problématique. Elle a tout fait ses démarches au CLSC, elle utilise ses ressources. Alors, moi, je ne suis pas inquiet dans le moment. Il n'y a pas de danger grave immédiat qu'elle passe à l'acte, ça, c'est bon. Donc, on ne fera pas de transport. C'est bon. L'application de la loi 38, de dire qu'on retire les droits de la personne et qu'on l'amène de force à l'hôpital, même si elle refuse, il faut qu'on ait suffisamment de motifs, il faut qu'on ait tout essayé avant. Donc, le volontariat, c'est sûr qu'on travaille toujours pour l'avoir. Quand on n'est pas capable, puis qu'on pense que c'est pas immédiat, on va pour la requête en version psychiatrique, puis quand ça, c'est pas possible, il nous laisse l'application de la loi, puis le transport forcé. Hier, quand on l'a évalué, les signes de son intérêt mental n'allaient pas bien. Je pense qu'il a fait des démarches, puis il ne voulait pas revenir, il ne voulait pas rencontrer. Son état mental, tout comment il était vraiment halluciné. Pendant qu'il entend des voix, il voit des choses aussi que nous ne voit pas. Non, mais c'est bon, on y va. Écoute, Dimitri, on va être honnête avec toi. On s'inquiétait hier pour toi. Okay. Aujourd'hui, on s'inquiète encore plus parce qu'on a tenté de t'envoyer des équipes du CLSC que tu as refusé de rencontrer. Là, tu nous dis que tu ne voudras pas les rencontrer de toute façon. Eric, hier, tu as conseillé fortement de rencontrer un médecin. Tu ne veux pas rencontrer un médecin. Nous, au niveau de la loi, okay, quand une personne représente un danger grave et immédiat, et que son état mental est perturbé ou il joue des tours, okay, un certain menace, un certain danger, nous, on accompagne les gens à l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'on regardait l'hôpital, mais pour ce soir, on va devoir aller voir un médecin, puis il va t'évaluer au niveau de ta santé physique, ta santé mentale, voir si tout va bien. Si tout va bien, tu es en congé, tu reviens dehors. Pour l'instant, on va toujours faire ça ce soir. C'est de l'hallucination. Hier, il parlait, il nous a parlé en petite boule tout le long. Puis les mains, ses oreilles de même.
souvent était fâché après moi, était en colère. C'est certain, j'ai dû l'hospitaliser au moins 8 fois là, contre son gré, c'est énorme. Et à chaque fois, c'est extrêmement difficile. C'est des grands dilemmes existentiels qu'on ne voudrait pas vivre, mais qu'on est forcé de vivre en étant naturel. Mais je n'ai jamais douté de la nécessité de le faire. Le but du médecin, c'est de le mettre sous observation pour garde préventive de 72 heures et lui faire rencontrer un psychiatre. C'est peut-être un diagnostic de schizophrénie qui n'a jamais été diagnostiqué ou quelque chose comme ça. Les médecins pourront le dire. La société, la loi permet aux psychiatres de garder quelqu'un pendant 72 heures sous observation. Et là, ils devront démontrer que cette personne-là est un danger pour lui-même ou pour la société s'ils veulent le garder plus longtemps. Et là, la loi leur permet de garder cette personne-là 21 jours. C'est des tranches de 21 jours à chaque fois. Pendant cette période-là, on ne peut pas choisir si on considère qu'il est un danger, il ne pourra pas sortir de l'hôpital. Il peut refuser d'être traité. C'est là que ça devient compliqué, très compliqué. Alors là, ce qui se passe, c'est une espèce de balai un peu ridicule où la personne est hospitalisée. Là, mettons, il y a plus ou moins d'informations qui sort. Là, il est traité. Après 21 jours, disons, il va sortir. Ensuite, il va refuser de prendre ses médications. Il va se désorganiser. Et qui va s'en occuper? L'aidant naturel qui va prendre tout ça sur lui, va payer le prix parce qu'il va avoir toute la désorganisation proche de lui, donc ça va l'affecter. Et alors, lui va se rendre jusqu'au bout du prochain état psychotique et se rendre à l'hospitalisation. Et ensuite, on va encore lui fermer la porte au nez. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il est important de savoir. Ce qui se passe, là, c'est que l'aidant naturel, tout ce qu'il reçoit, c'est du négatif. On ne l'aide pas. En n'aidant pas les aidants naturels, en n'aidant pas les familles, on crée aussi à quelque part une séparation, puis on brise le lien. Et alors là, qui reste-t-il? Qui s'occupera d'eux si les familles ne sont plus là? Personne. C'est ça qui est le drame. Il faut s'objecter à ça. Ça prend une intervention, ça prend des aidants naturels, puis ça prend surtout la médication. Dans mon cas, ça a fonctionné. On est allé chercher une obligation de traitement. Et, bon, c'est un processus judiciaire, ça prend des avocats, il faut monter un dossier. Il faut démontrer par un processus d'évaluation que la personne est inapte à consentir et donc inapte à prendre une décision pour elle-même. C'est un processus d'évaluation qui parfois peut être assez long. C'est ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire qu'on voulait protéger les patients psychiatriques d'éventuels abus, justement, de pouvoir les traiter contre leur gré sans qu'il y ait eu un tiers qui puisse intervenir là-dedans, ce serait le juge, un tiers impartial qui peut vraiment s'assurer que la procédure a été respectée, que la personne est bien inapte, etc., que les soins sont bien requis par l'état de santé. L'autorisation de soins étant un jugement légal, donné par un juge de la Cour supérieure, qui, pendant une période de temps limitée, 2 à 3 ans, va obliger la personne à avoir un traitement pour assurer sa sécurité. Si les médecins, dès le début, identifiaient l'aidant naturel, s'ils prenaient le temps de reconnaître cette relation-là, de voir à quel point elle est importante, plus qu'importante, et de la valider, de mettre ça dans le dossier, tout d'un coup, on donnerait du pouvoir aux aidants naturels, on les rentrerait dans le système. Donc, ce lien-là, si on l'aide à le préserver, mais ce duo-là va aller bien plus loin que si on isole les patients. On peut avoir facilement des délais de 2 à 3 mois d'une personne qui n'est pas traitée et qui est admise contre son gré à l'hôpital. Je pense que s'il y avait des moyens de raccourcir les délais, le client pourrait bénéficier plus rapidement du traitement et on écouterait à ce moment-là les hospitalisations. J'ai des hommes, des femmes qui peuvent arriver à nos bureaux en disant qu'ils prient pour mourir, avoir un cancer, qui vont nous dire « Oh, moi j'attends qu'on proche me tue, je suis tellement découragée. » Et là, je leur fais comprendre que non, le problème ne sera pas terminé. On a eu des jeunes qui sont arrivés à la table en me disant « Vous savez, madame, si ma famille
s'était arrangé pour que je sois obligée de prendre ma médication parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dangereux. Je ne serais pas obligée de vivre jusqu'à la fin de mes jours avec le fait d'avoir tué soit mon père, ma mère ou parfois c'est les deux parents. On peut arriver tout moche, tout travers, puis on sent qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Tu n'es pas toute seule à frôler le naufrage à tout bout de champ. Si les médecins, les psychiatres ou des gens vous disent de vous détacher, ne les écoutez pas. Continuez de vous impliquer et votre récompense, vous l'aurez, elle viendra. Aujourd'hui, si mon frère est avec nous, on a une belle relation, c'est certainement pas parce que j'ai laissé tomber. Toi, Georges, tu es urgentologue. Comment on intervient avec quelqu'un qui a un problème ou qui est en crise comme ça? Quand quelqu'un est amené de force à l'urgence, je n'ai pas le choix. Je dois prendre une décision. Et autant ça peut sembler être un geste violent, même ignoble à la limite, d'attacher sur une civière une personne qui est suicidaire ou agressive, en toute sincérité, du plus profond de mon âme, je pense que dans certaines circonstances, à 1h du matin, quand j'en ai pas d'autres sources, qu'il y a des gens qui attendent après moi pour autre chose, Pas le choix. c'est ce que je peux faire de mieux pour cet individu. Combien de temps on peut garder quelqu'un attaché comme ça à une civière? Mais attaché. On peut garder quelqu'un contre son gré pour une période de 24 heures, si je le juge nécessaire, et durant ces 24 heures-là, le patient va devoir avoir un psychiatre qui, lui, peut prolonger le délai jusqu'à 72 heures. C'est quand même pas drôle qu'on en soit arrivé là. Et je sais, Georges, que c'est un sujet qui t'interpelle particulièrement parce qu'on a tous une réflexion à faire là-dessus. Quand on a sorti les malades des hôpitaux psychiatriques dans les années 60, ce qu'on voulait, c'était de leur permettre de vivre dans la collectivité. Il y en a plusieurs pour qui ce n'est pas possible. Ces gens-là deviennent un fardeau pour leurs proches, leur famille, ou encore vivre dans des conditions pires que celles qu'on dénonçait il y a 50 ans, c'est-à-dire dans des prisons ou encore dans la rue. Oui, parce que si on regroupe la population des itinérants et des prisonniers dans les institutions carcérales, on y retrouve 20% de schizophrènes par rapport à 1,7% dans la population en général. On a un problème de société quelque part. Pour quelqu'un comme moi, qui juge que la société a la responsabilité de s'occuper de ces malades mentaux, je trouve qu'on a peut-être, en quelque part, un peu capitulé en disant, écoutez, c'est aux patients et à leur famille de décider dans le fond.